Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fabrice Bonne. Je suis ingénieur et j'ai été gestionnaire de crise pour Veolia pendant environ 10 ans. Euh, je fais cette vidéo en réaction à ce qui se passe actuellement vis-à-vis de la stratégie vaccinale adoptée par le gouvernement. Alors, ce qui me sidère actuellement, c'est la différence de traitement qu'il y a entre ce qu'il se passe habituellement dans les usines, dans les endroits où on sait que du coup il y aura la gestion de crise, et ce qui se passe avec le gouvernement. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une grosse différence? Il faut bien se rendre compte que habituellement, lorsqu'il y a des crises qui se déclenchent, que ce soit des crises sanitaires, que ce soit des crises avec des inondations, que ce soit quand il y a des feux, que ce soit même lorsqu'il y a des attentats terroristes, euh, ce sont des professionnels qui s'occupent de ça, des personnes qui sont payées pour, qui n'ont pas été élus pour ça, mais qui ont été embauchés pour ça. Donc embauchés avec un contrat de travail, avec des prérogatives, avec justement certaines connaissances et certaines compétences qui leur ont été reconnues par les instances adéquates, de façon à ce que le moment venu, avec une ou plusieurs décisions fondamentales mais critiques, euh, d'ailleurs, toute la machinerie puisse se lancer. Donc ça va être les pompiers, ça va être la sécurité civile, ça va être les forces de l'ordre, ça va être l'armée, même pourquoi pas. Et nous leur faisons confiance, jusqu'à preuve du contraire. Et là, ce que je constate vis-à-vis du coup de cette stratégie vaccinale, c'est que ces politiques sont donc dans une espèce de tempête médiatique en ce moment vis-à-vis du coup du manque de réactivité ou en tout cas d'un certain manque, on va dire, de vitesse qui serait constaté par la population, par certains experts ou même par d'autres élus, style euh, certains maires et certaines autres personnes élues dans les territoires. Bon, alors, moi, ce que j'ai pu apprendre en gestion de crise pendant toutes ces années, c'est que dans les situations de crise, euh, c'est le management intermédiaire qui décide et le, que ce soit les cadres, on va dire les plus élevés, ou que ce soit les ouvriers, ne possèdent pas toutes les informations. Ce sont surtout les cadres intermédiaires, voilà, ou agents de maîtrise, qui ont le plus d'informations entre les mains et qui ont la capacité de prendre les meilleures décisions. Pourquoi je dis ça? Quand on est en management stratégique, la plus grande question qui va se poser, c'est pérenniser les institutions tout en protégeant la population à court, moyen et long terme. Et faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de chaos global. En sachant que là, les dommages collatéraux seront plus ou moins assumés en fonction de savoir qui est au pouvoir. Donc là, ça ne dépend pas uniquement de la compétence, mais aussi des valeurs morales des personnes qui sont au pouvoir. Et de l'autre côté, du point de vue du management opérationnel, la grosse question, ça va être comment je peux traduire ces prises de décision stratégiques en opérations tangibles dans la réalité qui ne mettent en danger personne. Ça, c'est la grosse question. Donc, ça veut dire que ça implique deux choses, du sang-froid et une connaissance de qualité et surtout de la transparence entre l'ensemble des échelons hiérarchiques, management stratégique, management opérationnel et population de base, hein, voilà, qui est dans la vie de tous les jours. Il faut absolument que la formation puisse transiter de façon transparente sans qu'il y ait des blocages ou des freins liés à de l'ego ou à des problèmes, on va dire, politiciens, voilà, des polémiques politiciennes. Ça, il ne faut surtout pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Sans oublier, bien entendu, la logique et la cohérence d'ensemble pour éviter justement qu'il puisse y avoir des endroits ou des personnes qui soient défavorisées par rapport à d'autres, n'est-ce pas?
Donc, ne pas négliger ça. Tous les décideurs peuvent se planter et c'est normal. On apprend par l'erreur. Ça, c'est bien une chose qu'il faut comprendre. De toute façon, toute gestion de crise est par nature une gestion de l'imprévu. Donc, qui dit imprévu dit qu'on va fatalement faire des erreurs, c'est logique et c'est normal. Par contre, il est obligatoire d'apprendre. Il est obligatoire d'apprendre de ses erreurs et de ne surtout pas s'enfermer dans une logique de perfection. Il est impossible de faire une gestion de crise parfaite. C'est strictement impossible. Donc, là où il pourrait y avoir une tempête médiatique basée sur le fait de dire vous revenez constamment sur vos déclarations, vous revenez sur vos décisions, vous êtes constamment en train de souffler le chaud et le froid. Ça ne doit pas vous mettre une pression suffisante pour vous empêcher de prendre certaines décisions importantes. Ça ne doit pas. Vous êtes élu pour prendre des décisions, en sachant bien sûr que ce doit être des décisions les plus sensées possibles et qui engendrent le moins de dommages collatéraux possible. C'est normal, vous êtes élu pour protéger la population, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez être pieds et mains liés face à la vindicte populaire. Voilà. Il faut aussi, alors là je m'adresse à la population, que vous compreniez que il est impossible d'être parfait, même vous, et que quelque part, même s'il y a quelques altermoiements au début, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, il est aussi normal et sain que derrière la personne puisse s'excuser et puisse dire voilà, j'ai fait des erreurs, maintenant je vais tout mettre en œuvre pour que les choses se fassent, mais attention, il faut que les choses soient faites. Il faut qu'on réussisse à atteindre les objectifs en question. Il faut donc que la santé de la population soit préservée dans son ensemble en évitant au maximum les dommages collatéraux. Donc là, je ferai bien la distinction entre deux choses. D'un côté, la santé de la population qui va dépendre de ce qui va être fait, et de l'autre, une stratégie vaccinale qui sera un moyen de pouvoir avoir une bonne santé de la population, ce qui n'est pas la même chose. Il est important de ne pas foncer droit dans le mur avec les meilleures intentions du monde. Il est important d'avoir des priorités. Parfois, on peut bouger un petit peu ses priorités pour s'adapter au terrain, mais je veux dire, il est important de toujours respecter la santé, la sécurité des personnes et des biens. Là, je disais encore hier, un vaccin, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un gadget, c'est un outil médical qui doit servir à préserver la santé de nos concitoyens. Ce qui veut dire quoi? C'est que il doit y avoir du coup une stratégie vaccinale coordonnée à l'échelle donc du pays, des régions, des départements, etc. Mais surtout avec certaines personnes avec une priorité. Parce que le gros risque, c'est qu'il puisse y avoir non seulement un engorgement, mais surtout que les personnes qui sont les plus à risque n'y aient pas accès. Et ça, ce serait limite la loi du plus fort, la loi du plus rapide. Et c'est niette. Nous sommes en 2020. Il est inconcevable que les personnes les plus à risque vis-à-vis de cette maladie ne puissent pas se faire vacciner. Ce serait inadmissible. Je veux dire, à un moment donné, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des personnes, nous sommes des adultes, nous avons la capacité de pouvoir réfléchir, d'être raisonnable, nous avons la capacité de prendre du recul, de nous remettre en contexte, de ne pas basculer dans le complotisme, nous avons la capacité de réfléchir, de nous informer correctement, nous avons la capacité d'attendre, si nécessaire, et enfin, je pense, hein, à vous de me contredire si je dis des bêtises, mais je le pense profondément. Nous sommes quand même des adultes responsables, d'accord. Euh, Après, est-ce qu'il faut accélérer tout ça?
Admettons, peut-être que ce n'est pas assez rapide, tout dépend des moyens qu'ils ont déployés sur place et des freins et des blocages qui sont rencontrés dans le cadre de cette stratégie, d'accord? Et de la mise en place, bien sûr, et de la mise en œuvre. Euh, mais surtout, ne pas mettre la charrue avant les bœufs et ne pas mettre tout le monde en danger par égoïsme. Voilà, surtout ne pas faire ça. J'en conviens que certaines personnes peuvent avoir peur, c'est normal. Vu tout le battage médiatique autour de ça, vu les courbes qui s'enflamment, vu le fait qu'actuellement même les hôpitaux sont à la limite de la saturation en permanence. Je veux dire, on est sur un espèce de palier d'occupation des hôpitaux. Le fait de voir voilà, des personnes autour de nous qui ont contracté le virus, qui en sont décédées. J'entends qu'il y a la peur qui s'installe. Mais tout comme la peur n'évite pas le danger, foncer droit dans le mur avec les intentions du monde, c'est la pire des choses parce que ça veut dire que tous ceux qui seront derrière et qui n'auront pas accès à la solution médicale alors qu'ils sont, on va dire, les plus fragiles vis-à-vis de cette maladie, risquent eux de crever. Donc après, c'est un choix à faire. Voilà, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on part sur du chacun pour soi ou est-ce qu'on part sur la fraternité dans le sens de dire on protège d'abord les plus fragiles. Voilà. Pour ce qui est du gouvernement, j'aimerais vous donner quelques conseils concernant du coup cette gestion de crise sanitaire. Premièrement, il faudrait vous déterminer un objectif en termes de nombre de malades, grand maximum à atteindre en France, en termes de nombre de morts, grand maximum, et surtout en termes de nombre de personnes à vacciner au final par type de population. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fonctionne en roue libre. En gros, c'est on fait avec et on verra comment les choses se passent. Bon, c'est pas acceptable. À un moment donné, je suis d'accord que le virus va plus vite que vous d'une certaine façon, mais vous avez quand même la possibilité de pouvoir juguler un minimum les choses et de faire en sorte justement d'éviter le pire. Bon, ça c'est un premier point. Donc il faut, voilà, vous donner un certain objectif à ne pas dépasser et un objectif à atteindre, ainsi qu'un calendrier de trajectoire pour savoir par quelles étapes vous comptez passer, d'ici combien de temps, pour du coup vacciner la population, qui est vacciné, quand et pourquoi. Voilà. Ensuite, deuxième étape, pour atteindre du coup ces objectifs, concevoir une stratégie claire et l'expliquer avec du coup différentes phases. Donc ces fameuses étapes dont je parlais, il faut pouvoir l'expliquer à l'ensemble de la population et qu'elle la comprenne, y compris les élus de terrain, y compris d'ailleurs euh, les différents organismes que sont les ARS, les hôpitaux et autres. Ensuite, troisième point, je vous suggère de créer un site internet qui permette de suivre la vaccination en quasi temps réel. Alors, il y a un site internet qui avait été créé sur ArcGIS, si je ne dis pas de bêtises, pour du coup suivre l'évolution de la maladie Covid-19 en France, qui fonctionne très bien d'ailleurs, donc qui se base sur les données de Santé publique France. Et pour le coup, pour cette histoire du coup de vaccination, vous pourriez vous créer une espèce de tableau de bord qui ressemblerait un peu à une vue de supervision comme une usine, hein, où vous auriez donc les différentes phases en cours déjà réalisées et à venir. Donc, mettons que vous ayez 5 phases, bah, vous listeriez voilà, les 5 phases sur le côté gauche, par exemple, avec un petit bouton lumineux pour indiquer, donc suivant la couleur, est-ce que oui ou non, du coup, c'est en cours, est-ce que c'est en attente, et est-ce que c'est déjà réalisé, par exemple. Ensuite, notre information qui serait bien, le nombre de personnes à vacciner par type de population par phase, bien sûr, incluant aussi celles qui ont été vaccinées, hein, donc une espèce de bar graphe par exemple, indiquant donc avec deux couleurs différentes le nombre de personnes vaccinées et le nombre de personnes vaccinées. Voilà, donc en voyant une espèce de progression, hein, genre si vous connaissez Windows, ben voilà, vous voyez de quoi je parle, quand on installe un logiciel par exemple.
et cela pour chaque ville, chaque département, chaque région et au niveau national. Ça permettrait vraiment de pouvoir suivre en temps réel, ou quasiment en temps réel, l'évolution en fait de la vaccination aux différents endroits, pour savoir vraiment, bah, où est-ce qu'on en est et est-ce que vraiment on est plus ou moins proche en fait du seuil à atteindre. Une autre information, ce serait avoir une courbe sur plusieurs mois pour le coup. De savoir en gros, quelle est l'avancée de la phase, dans le temps. Autrement dit, de voir donc vraiment une espèce de courbe, voilà, donc entre, bah, ce qu'il faut réaliser et donc une courbe qui permette de suivre en fait l'évolution de la vaccination dans le temps pour savoir en gros où est-ce qu'on en est et ça permettrait vraiment, voilà, de donner de l'espoir d'une certaine façon et puis, bah, de se rendre compte un petit peu, bah, parfois peut-être des points de blocage ou autres, et ben, d'avoir vraiment un point de vue un peu plus, je dirais, pratico-pratique sur, ben, que doit-on faire? Voilà, pour savoir, voilà, apprendre des erreurs et corriger le tir si nécessaire. Ensuite, un autre point qui me semble important, c'est, du coup, dans la mise en œuvre de la stratégie, de mobiliser l'ensemble des ressources étatiques, qu'elles soient médicales ou des élus de terrain, donc que ce soit les ARS, les hôpitaux et cetera, pour vraiment expliquer à tout le monde quels sont leurs rôles dans tout ça, avoir des procédures claires et qu'il y ait pas besoin, voilà, d'y revenir, tous les 36 du mois. Alors bien sûr, il y a toujours moyen d'améliorer les choses, mais qu'il y ait vraiment cette capacité à se projeter dans l'avenir et de pas avoir peur de tous les 5 minutes de changer, de procédure parce qu'on ne sait pas, à qui on doit se référer, où on doit trouver le matériel, est-ce qu'on peut faire confiance et cetera et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et bien sûr dans tout ça, comme tout fonctionne sur la confiance, rassurer la population et les professionnels et tout le monde si nécessaire, par la pédagogie par exemple et par la symbolique, entre autres. Voilà, merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.